va commencer sur une première partie. On va essayer de fonctionner comme ça, c'est que on est, à un moment, on était prévu une petite centaine, on doit être une grosse cinquantaine, une grosse soixantaine, je sais pas. L'idée, c'est que ça puisse être interactif, qu'on puisse échanger. Il y a cette première partie où je vais appeler Alexandra Pinault à venir me rejoindre pour Pôle emploi. Je vais appeler aussi Madame Claudine Fournier, donc la vice-présidente du département qui est déléguée à l'insertion, à l'emploi, au logement et à l'habitat pour le département là. Bonjour Madame Fournier. Et puis Nadège Pieniska qui est la directrice de la cohésion et du développement social pour le département de là. Je vous laisse prendre, vous installer. Je vais vous passer, je vous passerai le micro. Alors, ça me permet, avant d'avoir une petite partie chiffrée qui est toujours importante, hein, avec une présentation qui serait faite par le service de l'emploi, c'était de revenir sur l'histoire. Pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi au bout de 10 ans, on revient? Il s'avère qu'il y a 10 ans pratiquement, jour pour jour, nous étions dans ces mêmes locaux d'Alimentech, où avec tout un tas de collègues qui sont présents aujourd'hui, Joël Medef, la CPME, la région, qui était déjà présente à l'époque, et les services de l'État, nous engagions une réflexion autour de l'emploi des seniors. On avait constaté à l'époque, sur notre territoire, et c'était un petit peu novateur, on avait constaté à l'époque sur le territoire que, effectivement, les personnes les plus éloignées de l'emploi étaient les plus de 50 ans. Et à cette époque-là, on avait eu la chance d'être accompagné par l'OCDE sur une étude de territoire qui nous avait en fait mis en place une réflexion qui allait nous servir de ligne directrice pour les années futures en ce qui concerne la mise de l'Ain. Que listait l'OCDE? Donc il y avait une enquête qui avait été faite sur notre territoire. Que listait l'OCDE? Vous retrouvez sans surprise les constats qui avaient été faits, c'est-à-dire qu'il y avait peu d'entreprises qui avaient intégré la notion de l'âge dans les pratiques managériales, que les entreprises n'encourageaient pas, et Xavier l'a dit tout à l'heure, toujours les seniors à rester le plus longtemps possible en activité. On voit que c'est fluctuant en fonction de l'économie. Et puis il y avait aussi il y avait le danger des entreprises qui n'avaient pas toujours conscience qu'au sein de leur entreprise, des collaborateurs pouvaient partir avec, j'ai envie de dire, l'ensemble des connaissances et ça pouvait les fragiliser. De là avait découlé tout un plan d'action, partant du constat que nous, on menait à l'époque des actions majoritairement autour de cadres, et l'OCDE pointait que ces actions étaient intéressantes mais pas suffisantes. Vous retrouvez dans les préconisations, en fait, les 3 points qui étaient le fait de pouvoir associer de nombreux financeurs autour de la thématique, c'est-à-dire pas uniquement la région, mais les services de l'État, le département, etc., dans une réflexion conjointe. C'était aussi de souligner que les actions qu'on pouvait mettre en œuvre étaient certes intéressantes, mais pas suffisantes. Et puis, aussi, et on y travaillait très peu à l'époque, de mettre en place des actions qui étaient en prévention justement de la désinsertion professionnelle. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a fait, mais c'était important quand même pour dire que, avec la MIF de l'Ain, c'est un petit peu le moment où avec l'ensemble des collaborateurs, dont certains étaient déjà là à l'époque, on a commencé à mettre en place des actions pratiquement chaque année, avec la création d'un espace senior, c'est comme ça que ça s'appelait il y a 10 ans. Et puis chaque année, on a développé des actions spécifiques avec l'appui, entre autres, de Pôle emploi, où en 2017, on expérimente, on est toujours la seule structure qui, en France, avec l'aide de Pôle emploi, met en œuvre des actions collectives à destination des plus de 50 ans sur le territoire. J'en veux pour preuve que j'étais à Limoges la semaine dernière, j'étais à Nantes, j'étais à Saint-Nazaire, j'étais à Bordeaux, et en fait l'ensemble des territoires aujourd'hui s'inspirent de notre modèle pour aujourd'hui développer sur leur secteur des actions qui ont vu le succès chez nous avec des taux de retour à l'emploi autour de
de 60%. C'est aussi des actions qui ont été élargies, les actions Phoenix auprès de publics travailleurs handicapés. C'est l'ouverture, on en parlera tout à l'heure, d'une agence spécialisée à destination des plus de 45 ans, Excellium. Dorine est ici, vous l'avez rencontrée tout à l'heure, voilà, qui est la seule encore aujourd'hui en France. Et depuis peu aussi, c'est, et ça fera le lien avec nos collègues allemands, c'est ce partenariat Erasmus+, qui nous permet de professionnaliser l'ensemble des collègues avec des échanges binationaux. Voilà, c'est un petit peu l'ensemble des actions, on pourra en discuter. L'idée, c'est pas forcément de parler de tout ce qu'on a fait, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, on arrive là, à partir d'une expérimentation qui avait commencé en 2013. Voilà, donc c'est Corinne d'ailleurs à l'époque, mon adjointe, qui menait les actions Joker, c'est les actions pour les cadres dans le pays de Gex. Voilà, c'est comme ça que ça a débuté, cette spécialisation, et maintenant on a entraîné l'ensemble de nos collègues internifs avec l'appui de la région sur cet accompagnement autour des dispositifs. Alors il y a forcément toujours, quand on fait des focus, il y a forcément toujours une nécessité de revenir sur la situation aujourd'hui des seniors sur le marché du travail, et donc je vais passer la parole à ma collègue de Pôle emploi, et puis après à Nadège et Madame la vice-présidente pour faire un petit focus aussi sur ce qui se passe pour les bénéficiaires, merci Anna, sur le territoire. Alexandra. Ouais. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc quelques chiffres quand même, parce que c'est important d'avoir des notions chiffrées sur l'emploi des seniors, vous m'entendez? Oui. Alors, on va parler tout d'abord du taux d'emploi. Emmanuel en a parlé en introduction, et en fait, évidemment, il décroît avec l'âge, puisque, comme vous voyez, à partir de plus de 55 ans, on est à 78,2%, et ensuite, on a une forte baisse. Merci. Ok, merci. À partir de 60 ans, puisqu'on n'est plus qu'à 29% de taux d'emploi, et là, évidemment, 5,9% pour les 65 ans et plus. Alors, on est en deçà que de la région sur les 60 ans et 64 ans, puisque là, on est à 29,4%. Pour rappel, le taux d'emploi, c'est la population active sur la population totale. C'est important. Ensuite, quelques chiffres spécifiquement sur l'Ain. Donc il y a 11 700 inscrits à Pôle emploi en catégorie ABC, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi en recherche active d'emploi. Ces chiffres sont récents puisqu'ils datent de septembre 2023. Alors je ne vais pas vous lister tous les chiffres. Ce qui est important quand même à retenir ici, voilà, tout en bas. Alors il y a juste une petite erreur sur un chiffre, mais les 60-64 ans, ça représente 2617 demandeurs d'emploi. Et notez qu'il y a quand même 275 demandeurs d'emploi à plus de 65 ans. Donc c'est quand même un chiffre important. Parce que tout à l'heure on parlait de l'âge, mais voilà, il y a quand même des demandeurs d'emploi de plus de 65 ans qui sont inscrits en nombre, pour lesquels aujourd'hui on n'a pas forcément toujours des solutions. Donc c'est pour ça que c'est intéressant et que le sujet de l'emploi des seniors nous tient vraiment à cœur. Hop. Ah pardon, je suis allée trop vite, excusez-moi. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la typologie des demandeurs d'emploi seniors. Donc en moyenne, ils ont 56 ans. Il y a un petit peu plus de femmes, on l'a noté tout à l'heure déjà. Souvent, un petit peu plus souvent, ils ont une obligation d'emploi, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance travailleur handicapé, par exemple. Ils sont moins mobiles géographiquement. Plus essentiellement, ils sont inscrits suite à un licenciement, souvent un licenciement économique, mais pas seulement. Et puis, plus souvent indemnisés que les autres, puisqu'on est à plus de 55% qui sont indemnisés avec un niveau d'indemnisation supérieur à la moyenne. Alors, les seniors aujourd'hui, quel métier recherchent-ils le plus? Alors, ils recherchent davantage dans les services à la personne et dans les collectivités, plus que les moins de 50 ans,
puisqu'ils sont à 24% à rechercher dans ces métiers-là. Également, les supports aux entreprises, tout ce qui est assistanat, accueil, voilà, ce sont des métiers dans lesquels ils recherchent davantage. A contrario, ils recherchent moins dans les métiers du commerce, de la vente, de la grande distribution. Idem pour le transport et la logistique. Ensuite, un point important que nous voulions aborder, c'est la place et l'accès à la formation et à l'emploi. Alors, ce qu'on constate, c'est que sur 1900 entrées en formation en un an, donc de juillet 2022 à juin 2023, là aussi ce sont des chiffres récents, il n'y a que 19% des 50 ans et plus qui rentrent en formation. Alors ce qu'on constate souvent, c'est que ce sont des formations qui sont courtes. Bien souvent, ce sont des remises à niveau. Alors, on n'a pas de formation qualifiante ou diplômante sur ce type de formation. Voilà. Alors, le principal des types de formation, donc je vous laisse les lire, mais il y a du français, langue étrangère, la bureautique, découverte de l'ordinateur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les seniors, ils sont confrontés à des freins à l'emploi, et les freins principaux, c'est le problème de mobilité, lié aussi à la santé, parce que bien souvent, il y a des problèmes liés à la santé, sans forcément une reconnaissance travailleur handicapé, mais qui freinent quand même le retour à l'emploi. Et puis, il y a aussi, malheureusement, un frein lié au numérique. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup aussi de formations courtes, de remise à niveau sur le numérique. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais ici, les freins à l'emploi. Durablement, sur les demandeurs d'emploi inscrits chez nous, on constate quand même qu'ils sont inscrits souvent depuis plus longtemps, c'est-à-dire ils restent au moins 12 mois, voire plus, inscrits à Pôle emploi. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Oui, c'est très clair. Très clair. Est-ce que, parce que c'est un petit peu l'idée, je sais qu'il y a des personnes aujourd'hui qui peuvent être concernées, alors est-ce que certaines personnes ont des... Parce que l'idée c'est un peu que ça soit interactif, hein. Est-ce que certains ou certaines ont des questions pour Alexandra? Alexandra, travaillez au Pôle emploi de... Oui, pardon, je ne me suis pas présentée, je suis Alexandra Pinault, donc je suis responsable d'équipe au Pôle emploi de Trévoux, et ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis à Pôle emploi depuis plus de 18 ans, donc je connais un petit peu quand même. Agnès, ouais. Juste les chiffres sont des chiffres de l'Ain, oui, par rapport à la région et par rapport au national, est-ce qu'il y a des grosses différences? Alors tout à l'heure c'était, je reviens en arrière, là vous voyez ce sont des chiffres de l'Ain en comparaison à Arras, Auvergne-Rhône-Alpes. Alors on voit, si on compare, hein, tout à l'heure quand je disais qu'au niveau national on était autour de 36% pour les 60-64 ans d'activité, on voit que dans l'Ain on est à 29,4. Donc le chiffre, je vais réutiliser parce que le chiffre il est encore, c'est-à-dire que donc finalement pratiquement on n'est pas loin d'une personne sur 4 uniquement qui va être en activité, et après ça fera la transition avec Nadège et Madame la vice-présidente sur justement aujourd'hui où ils sont ces personnes, parce que la question c'est de se poser aussi, voilà, aujourd'hui s'ils ne sont pas en activité, certes vous le disiez, ils sont chez vous, ils sont parfois pour certains en pré-retraite, en invalidité, ou sinon on va les retrouver, et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant aussi qu'il puisse y avoir le département qui puisse aujourd'hui évoquer cette situation. Est-ce qu'il y avait des questions? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être concernées, c'est pas obligatoire, mais en tout cas n'hésitez pas. J'avais Bonjour à toutes et à tous, j'avais une question. Est-ce que il y a une demande de temps partiel, plus forte de temps partiel, de temps complet? Quel est le profil aussi? Je suis désolée, je ne me suis pas retournée, c'était sûrement indiqué. En fait, oui, alors majoritairement, ils recherchent à temps plein, mais globalement, par rapport à la population des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, ils sont un peu plus nombreux que les autres à rechercher un temps partiel. Vous voyez, 24% contre 15% pour les moins de 50 ans. Après, il y a aussi des questions de complément, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent tout à fait travailler et compléter à part Pôle emploi, surtout quand il y a des cas de licenciement. Voilà, c'est pour ça aussi qu'ils recherchent plus de temps partiel.
On voit aussi, c'est une question qui est liée, et Xavier tout à l'heure, Xavier Breton le soulignait. Aujourd'hui, il y a une énorme problématique aussi qui va jouer au niveau de l'emploi des femmes. Ça me fait penser à ça, parce que c'est vrai qu'effectivement, quand vous parlez temps partiel, effectivement, tout de suite, on va penser au public féminin, mais il y a une difficulté aujourd'hui avec l'âge, c'est de pouvoir atteindre son droit à la retraite. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, voilà, le temps partiel peut être une solution aussi pour certaines personnes qui, parfois, sont aussi en usure professionnelle. On pourra en parler tout à l'heure. Je pourrais me permettre d'interpeller donc le médecin du centre de gestion. Il n'a pas forcément prévu, mais je me permettrai, mais parce que c'est des questions sur lesquelles on se pose régulièrement voilà, sur ce type de problématique. Alors on parlait... Ouais. Ah, pardon. Oui, bonjour. Moi j'aurais une question pour savoir, comme vous êtes en relation tout le temps avec les entreprises, est-ce qu'il y a une cellule chez Pôle emploi qui s'occupe aussi de faire évoluer les chefs d'entreprise et femmes et hommes pour justement essayer d'ouvrir un petit peu sur les seniors et de trouver des adaptations, puisque effectivement on voit que les candidats seniors ont des attentes au niveau d'un salaire et puis effectivement ils sont moins flexibles sur les missions. Et vice-versa, les entreprises aussi, elles ont des a priori et il y a un discours qui serait important à avoir entre les deux. Alors oui, dans la structuration des agences, il y a des conseillers qui sont vraiment en lien permanent et quotidien avec les employeurs, les entreprises. Bien sûr, c'est un discours qu'on tient depuis de nombreuses années. Je ne sais pas si certains se souviennent du contrat de génération qui avait été lancé en 2009. Bon, alors avec un succès relatif, mais en tout cas, l'idée c'était de faire une passation, entre guillemets, des savoirs du senior vers une population jeune. Oui, on essaye de les mobiliser, de les sensibiliser, comme on le fait aussi pour les travailleurs handicapés, par exemple. Après, en effet, comme on le voit sur les chiffres, il y a certaines activités où c'est plus compliqué. Les mentalités commencent à évoluer, surtout qu'aujourd'hui, on est quasi plein emploi. Dans l'Ain, on est à moins de 5 de taux de chômage, donc on est quasiment plein emploi. Donc aujourd'hui, les entreprises qui ont besoin de recruter sont plus ouvertes. Globalement, on le voit depuis plusieurs années, il y a vraiment un changement. Les entreprises sont plus ouvertes et se disent qu'en effet, elles vont devoir permettre à des seniors de pouvoir intégrer leur entreprise. Il y a un véritable changement, mais par contre, voilà, il se fait de manière un petit peu plus lente, mais le principal, c'est qu'il y ait ce changement. Alors Edith, tu t'es pas présentée, mais ça aurait pu être intéressant parce qu'on a évoqué tout à l'heure le fait que hier tu étais à un atelier qui était animé par Pôle emploi autour de personnes qui étaient cadres. J'imagine qu'il y avait beaucoup de seniors dans ces... Et tu me disais brièvement, voilà, je suis intervenu auprès de public et parfois les personnes sont très arrêtées, et ça peut s'entendre, c'est pas une critique, les personnes sont très arrêtées sur leurs attentes. Et vu d'un point de vue du recruteur, ben, voilà, ça peut être mis comme un frein, puisque, voilà, en tout cas c'est ce qu'on avait, je pense que tu auras l'occasion d'en reparler tout à l'heure. C'est important aussi, et je vous remercie, mesdames, d'être présentes pour le département. J'ai repris tes chiffres, Nadège. Voilà, d'avoir un petit focus, parce que quand on évoquait effectivement 30% de personnes actives, comme je vous le disais, on peut imaginer que les personnes se retrouvent souvent dans leur stratégie. Nous on les côtoie, les personnes voilà, parfois sont en usure professionnelle, perdent leur emploi, sont au chômage avec l'attention plus ou moins avouée d'être en pré-retraite, on recherche, sans parfois rechercher. Et puis parfois on a des situations qui sont un peu plus dramatiques et les personnes doivent faire se retrouvent donc bénéficiaires du RSA. Et je trouvais important parce que c'est toujours intéressant, et je remercie le département de nous avoir communiqué ces chiffres, pour naviguer un petit peu sur le territoire. C'est toujours des chiffres qui sont compliqués à obtenir autour de l'emploi des 50 ans, et je remercie donc les équipes de Nadège d'avoir focalisé là-dessus. Et c'est vrai que, voilà, moi l'idée en vous faisant témoigner aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, comment le département aujourd'hui appréhende
parfois je voyais que si on lit les chiffres, 25% des orientations sont des personnes de plus de 50 ans. Donc voilà, je vous laisse un petit peu me dire, ouais, Clotilde ou Nadège, comment aujourd'hui vous appréhendez cette augmentation parfois des chiffres des seniors sur le territoire. Je vais saluer dans un premier temps notre député et conseiller régional Xavier Breton. Vous saluez bien sûr, tous les partenaires présents ici, ô combien importants pour notre département, et vous remercier d'avoir organisé cette matinée d'échange, parce qu'il est important aussi pour les élus de pouvoir recueillir la température, on va dire, du terrain, pour qu'on puisse ensuite mettre en place nos orientations et surtout réviser tout au long de l'année. C'est ce que nous faisons régulièrement avec Nadège Chineska, qui est donc directrice du service cohésion, développement social et logement au département. Et nous avons toutes les deux cette chance de travailler au quotidien au service des Indinoises et des Indinois. Alors, en préambule, ça me paraît important en tant que femme politique de pouvoir peut-être apporter mon témoignage sur la volonté de la majorité départementale, c'est-à-dire pour cette nouvelle mandature, nous avons souhaité mettre en premier lieu et en avant et renforcer nos moyens sur l'emploi d'abord. Il nous paraît important, et vous l'avez dit tout à l'heure, et l'autre député l'a également dit, nous croyons au travail, nous croyons en la dignité humaine, et je crois qu'il est de notre devoir d'élus de pouvoir accompagner les personnes éloignées de l'emploi ou tout simplement également bénéficiaires du RSA sur un retour à l'emploi. Et c'est en ce sens où nous avons, dans le cadre des 6 chantiers prioritaires, nous avons mis un chantier, nous avons souhaité le RSA bénévolat. C'est-à-dire, aujourd'hui, revenu de solidarité active, il y a un mot important qui s'appelle actif. Et donc, actif, droit et devoir. Donc, droit et devoir, c'est la loi, c'est la législation. En revanche, ce qu'on ne peut pas faire dans notre RSA bénévolat, c'est contraindre les personnes à un retour à l'emploi. Je parlerai France Travail après, on va déjà parler de ce que nous avons mis en place au niveau du département. Et le RSA bénévolat, nous avons souhaité être accompagnés par la structure associative France Bénévolat, à qui nous avons confié l'accompagnement de nos bénéficiaires du RSA dans des missions de bénévolat au sein de structures associatives. Alors, bien entendu, ça n'est surtout pas France Bénévolat qui émet un diagnostic sur les besoins du bénéficiaire du RSA. C'est bien nos travailleurs sociaux qui travaillent dans nos 16 centres départementaux de solidarité de notre département. Ensuite, une fois ce diagnostic qui est fait, sont envoyés, s'ils le souhaitent, vers France Bénévolat. Et ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'on fait du sur-mesure. Et je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui obliger les personnes à un retour à l'emploi si on n'a pas fait un diagnostic. On doit faire du sur-mesure. Chacun de nous a sa propre vie, chacun de nous a son propre parcours, avec ses besoins, avec ses freins et ses envies. Et je crois qu'à partir du moment, et c'est le but, et Nadège l'a très bien fait avec les services, a réuni à de nombreuses reprises nos travailleurs sociaux pour pouvoir leur expliquer, nous devons faire du sur-mesure. Mais par contre, toujours avec l'objectif d'un retour à l'emploi. On n'est pas dans le drame, on n'est pas, c'est important, pardon de le dire très franchement, on est dans la bienveillance, mais il y a quand même un retour à l'emploi qui doit être fait. Et c'est tout le travail que nous avons fait autour du RSA bénévolat. Nous avons, en 2021, nous avons mis en place ce chantier, le RSA bénévolat. Nous avions l'objectif 50. On s'était dit, allez, 50, ne soyons pas trop ambitieux, essayons d'être réalistes. Et finalement, à la fin de l'année, mais Nadège complétera mes propos, j'en suis sûre, à la fin de l'année 2021, nous étions à 136.
L'objectif que nous avons pour l'année 2022, l'objectif que nous avons pour l'année 2023, c'est 280. Donc ça fonctionne. Et même des gens les plus éloignés de l'emploi, dans l'ensemble de nos bénéficiaires, nous avons à peu près 7500 foyers, donc à peu près 15 000 bénéficiaires du RSA, nous avons à peu près 30-40% qui sont bénéficiaires du RSA plus de 4 ans. Eh bien, même les personnes les plus éloignées de l'emploi retrouvent un emploi, le chemin de l'emploi ensuite. C'est bien que ça fonctionne. Et pour que ça fonctionne, eh bien, il faut un petit peu s'attarder aussi sur chaque individu. Là, c'est le premier point important que nous avons mis en place. Le second, c'est concernant, avec l'État. L'État avait demandé au département de pouvoir être candidat sur le service public d'insertion et d'emploi, et donc avec bien sûr Pôle emploi, partenaire Pôle emploi, département, sachant que le département était chef de file, et nous avons travaillé ensemble sur finalement faciliter le parcours de l'accompagnant. Parce qu'on est quand même aussi dans une société où on aime bien où on aime bien prendre beaucoup de temps sur l'administratif, et finalement l'idée qui était très séduisante de ce service public d'insertion et d'emploi, c'était de faciliter le parcours des personnes qui cherchaient un emploi. Et c'est ce que nous avons fait avec Pôle emploi. Pareil, ça a bien fonctionné. Nous avons aussi pris notre bâton de pèlerin avec Nadège. Nous sommes allés, avec nos services bien sûr, nous sommes allés voir toutes les communautés de communes, parce que je croyais vraiment, et je crois toujours, en ce dispositif, et nous avons convaincu les élus aussi de pouvoir travailler avec nous. Finalement, qui connaît mieux aussi sa population? C'est la commune. Le député Xavier Breton le rappelle régulièrement. La commune, c'est le socle de la démocratie. Il me semble que mot pour mot, c'est ce que Xavier Breton dit régulièrement. Et Xavier Breton a tout à fait raison, parce que finalement, le maire, aujourd'hui, connaît sa population. Donc, nous avons travaillé avec l'Association des maires de France de l'Ain. Nous avons également travaillé, extrêmement important, avec les acteurs économiques. Sans les acteurs économiques de notre département, eh bien, nous n'avançons pas beaucoup. Et nous les avons rencontrés, nous avons évalué avec eux les besoins de notre territoire. La Bresse n'a pas les mêmes besoins que le budget n'a pas les mêmes besoins que le Pays de Gex, et le Pays de Gex n'a pas les mêmes besoins que la Dôme. Donc, en ce sens, nous avons recueilli avec les chambres consulaires, chambres d'agriculture, chambres de commerce et d'industrie, les chambres également des métiers et de l'artisanat, les besoins de notre territoire. Une fois que nous avons collecté toutes ces données, nous avons pu avancer ensemble avec les EPCI. Et ça rencontre un vrai succès avec, bien sûr, je me souviens, c'était 3 dames de Pôle emploi, et il y avait une vraie équipe, une vraie synergie avec nos équipes également du département. Bien sûr, il y a la CAF, il y a la MSA, il y a tous les partenaires institutionnels qui font aujourd'hui que ce service public d'insertion et d'emploi tient ses objectifs. Ensuite, aujourd'hui, ce que nous avons également voté, je crois il y a 2 mois ou 1 mois, je ne sais plus, le plan Insertion 01, l'année dernière même. Bon bref, l'année dernière, pardon, non, tout va bien. L'année dernière, nous avons également voté le plan Insertion 01, et bien tout simplement, toujours pareil, avec le même objectif, de pouvoir mettre des moyens aussi financiers pour pouvoir accompagner les bénéficiaires du RSA à un retour à l'emploi. Il s'agissait, toujours pareil, l'objectif de pouvoir s'appuyer sur les structures économiques, associatives de notre territoire, et bien sûr nos travailleurs sociaux, pour pouvoir mettre en place un plan d'action qui permette à l'ensemble de retrouver une activité. Et qu'à ce titre, il fallait aussi, ce qui nous paraissait important, orienter. C'est important aussi d'orienter nos bénéficiaires du RSA. Mais Nadège, je complétera mes propos, je ne veux pas être non plus trop long. Ce que je veux vous dire, c'est aussi, on a quand même des réformes en cours, des réformes sur lesquelles, qui nous interrogent beaucoup. Donc nous travaillons avec les services de l'État, c'est la réforme France Travail.
Et finalement, cette réforme France Travail, eh bien, elle nous interroge. Elle nous interroge sur ce que nous avons mis en place. Le RSA bénévolat qui fonctionne, le service public d'insertion et d'emploi, et finalement, ça va être la continuité. On partage l'objectif, bien sûr, du gouvernement de retrouver un emploi, ça on le partage parfaitement. En revanche, il faut absolument que tout le travail que nous avons effectué dans notre département depuis 2021 puisse être pris en compte. Ça me paraît fondamental. On ne peut pas gommer toutes les actions de nos partenaires, toutes les actions qui ont été également mises en place par les élus, par nos services, par Pôle emploi. Bon, je ne travaille pas à Pôle emploi, mais je sais le travail extraordinaire qui a été fait par vos collègues sur le terrain, et on ne peut pas aujourd'hui se dire, balayer, et on fait la réforme française. Donc on a un travail important. On a aussi un travail qui nous occupe bien, c'est le pacte des solidarités. Aussi, pareil, une nouvelle réforme qui va être mise en place, et là aussi, le département est pleinement touché, et on le disait en aparté avec Nadège, avec l'augmentation de la retraite, l'âge de la retraite, eh bien forcément, il va y avoir une augmentation de bénéficiaires du RSA. Chaque année, c'est à peu près 46 millions d'euros qui sont versés aujourd'hui à nos allocataires. Ça, c'est les départements qui supportent le versement des allocations du RSA. Et puis, il y a aussi un autre point, sur ce plan Insertion 01, pour l'année 2023, nous avons souhaité contribuer à hauteur de plus de 4,3 millions d'euros en faveur des actions que je n'ai pas énumérées parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais en tous les cas, pour le retour à l'emploi. Voilà ce que je pouvais, en tous les cas, vous dire sur les politiques d'insertion de notre département. Et enfin, vous parlez de la santé, parce que c'est un vrai frein, vous en avez parlé. Aujourd'hui, bon nombre de bénéficiaires du RSA ne peuvent pas trouver un emploi parce qu'il n'y a pas de médecin. Et qu'à ce titre, eh bien, pour travailler, on connaît bien la belle chanson, le travail c'est la santé. Et que pour bien travailler, il faut être en bonne santé, et que c'est un problème aujourd'hui dans le département pour pouvoir se soigner. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. Non, c'est parfait. Alors, ça permet, merci Madame la Vice-Présidente, ça permet aussi de faire le point sur... alors, on voit bien qu'en France, et c'est la question que je vais te poser, Nadège, on voit bien qu'en France, voilà, il y a une politique qui est globale, il n'y a pas une spécificité. Tu me disais en aparté, est-ce que... sous quel angle je peux intervenir? Parce que nous, on a une politique qui est globale, on ne fait pas de différence spécifiquement entre les bénéficiaires du RSA. Voilà, et je te dis oui, néanmoins, c'est vrai que, voilà, moi, il y a des chiffres, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une personne sur 4, Madame Fournier nous a expliqué, voilà, on peut comprendre le pourquoi de l'arrivée des seniors sur cette tranche. Maintenant, il y a des chiffres qui m'interpellent dans ce que tu as donné. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, je suis très étonné de voir qu'il y a des personnes qui ont encore 67 ans et plus qui sont bénéficiaires du RSA. Comment ça se fait? Comment tu interprètes ça? Alors, déjà, bonjour à tous et à toutes. La suite de la chanson, c'est de rien faire, c'est la conserver. J'espère qu'on n'en est pas là. Non, c'est pour ça. Sur la partie de la population la plus âgée, 67 ans et plus, alors, bon, elle n'est pas énorme, mais pour autant, ce sont des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas réussi à faire valoir leurs droits à la retraite. Très souvent, ce sont des gens qui n'ont pas cotisé en France, et donc, du coup, ça n'ouvre pas immédiatement des droits à la retraite, mais pour le coup, dans le cadre de la solidarité nationale, ils ont quand même accès au RSA. Donc, c'est des gens avec lesquels on a du mal à travailler sur la question de l'emploi, vous imaginez bien. Et Madame Fournier l'a rappelé, on met en place des actions aussi pour faire en sorte que les personnes, dans le cadre des droits et devoirs, aient quand même une activité, et donc le RSA bénévolat en fait partie, de se rendre utile à la société et d'avoir quand même une activité. Et très curieusement, parfois aussi, Madame Fournier l'a dit, ça donne des résultats quand même assez impressionnants, c'est-à-dire que des gens qui sont très 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 éloignés de l'emploi retrouvent un travail. D'ailleurs, l'action s'appelle « Actif aujourd'hui pour un emploi demain ». Donc ça prend tout son sens quand les gens font du bénévolat et accèdent à un emploi, parce qu'ils se trouvent utiles, et puis ils se créent un réseau et arrivent à accéder à un emploi.
Donc voilà pour C'est un tremplin. c'est un tremplin vers l'emploi. Après, je vais revenir sur la question de la santé, parce qu'on a une enquête DRES de janvier 2023 qui signifiait effectivement que pour les bénéficiaires du RSA âgés de 50 ans ou plus, les problèmes de santé sont le principal frein, à plus de 28%. Avant même l'absence de transport, on a parlé de la mobilité tout à l'heure, c'est d'abord la santé. Il est plus dégradé que les autres bénéficiaires du RSA dès lors qu'ils ont plus de 50 ans. Et donc, du coup, ça limite forcément l'accès à un emploi. Donc ça, c'est une problématique qu'il faut avoir en tête. Nous, on a une action avec des agents de santé, des infirmiers agents de santé, diplômés d'État, qui accompagnent ces publics-là. Et puis, donc, du coup, c'est une action vraiment, on parlait de dentelle tout à l'heure, un accompagnement très renforcé auprès de ces personnes-là. Quand je dis très renforcé, c'est même les accompagner chez un spécialiste, hein, parce que, alors, parfois, ils n'ont pas de moyens de transport, mais c'est surtout parfois par crainte d'y aller. Parce que ça génère beaucoup de problématiques, voilà, des fantasmes parfois qui sont souvent pas forcément justes, mais en tout cas ils ont besoin d'être accompagnés. En 2022, ces infirmiers agents de santé ont réalisé 159 accompagnements de bénéficiaires du RSA, 25% sur les 620 accompagnements qu'on a dans l'Ain. Donc vous voyez, c'est quand même un vrai sujet, la santé. Et si on ne prend pas en compte d'abord cette problématique-là, on aura du mal à les accompagner vers l'emploi. Donc c'est vraiment, je voulais insister là-dessus. Après, on a aussi des personnes qui arrivent à accéder à l'emploi grâce au CDDI, c'est noté ici, le contrat d'insertion qui est proposé par les structures d'insertion par l'activité économique dans l'Ain. Donc on a 88 bénéficiaires quand même de 55 ans et plus qui ont pu travailler dans ces structures-là. C'est aussi un tremplin, c'est-à-dire que c'est une marche supplémentaire vers un emploi durable. Donc nous, on se sert aussi de ces outils-là. Madame Fournier l'a cité, on a énormément d'actions dans notre cadre de plan Insertion 01. On se sert de tout ce qu'on a, les parcours emploi compétences, les PEC que vous voyez là, parce que je commande quand même, parce qu'on a vu beaucoup de choses qui peut-être ne vous parlent pas. Mais, donc les parcours emploi compétences, on a aussi des personnes qui ont accès, alors c'est peu, 4 personnes évidemment, mais vous avez une moyenne d'âge qui est quand même un peu élevée sur les PEC. Souvent, ce sont des gens qui ont des postes dans les collèges pour faire du ménage dans les collèges. Voilà, c'est souvent ce genre de poste qu'on propose en PEC. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, mais complètement. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors, il me semble, je ne suis pas sûr, mais il y a la collègue qui est agent de santé Ouais, voilà. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Est-ce que, par exemple, parce que c'est l'occasion, hein, par délégation, j'ai envie de dire, un petit peu du département, vous agissez sur le territoire du Haut-Bugey. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur, est-ce que vous avez l'impression que votre population, elle est plutôt âgée sur les publics que vous accompagnez? Alors, nous, on a une moyenne d'âge... Merci Anne. Oui, je suis infirmière agent de santé sur le secteur du Haut-Bugey. Et notre moyenne d'âge, on est sur du 52 ans. Je suis en pleine, actuellement en train de faire les tableaux, et donc je suis en plein dedans. Les personnes sont... J'ai beaucoup de personnes au-delà de 65 ans qui effectivement n'ont pas droit de retraite ouvert pour le moment. Ces personnes-là sont clairement pas en recherche d'emploi, en tout cas dans mes suivis à moi. Les personnes, on a vraiment une tranche d'âge entre 25 et 67 ans. Les plus nombreux sont entre 45 et 55, ça c'est sûr. Ce sont des personnes qui n'ont pas eu de moyens de prévention en amont, ce qui trouve que maintenant, désormais, ils sont en grande difficulté. Ces personnes n'ont pas de médecin traitant, peu de spécialistes, zéro mobilité, on est coincé. J'essaye de prendre le tournant actuellement, c'est-à-dire de plutôt faire énormément de prévention en amont pour que les personnes que j'accompagne actuellement qui ont 25 ans ou 30 ans ne se retrouvent pas dans la même situation dans 30 ans. Pour les personnes qui ont 60 ans actuellement, j'ai pas ou peu de solutions, si ce n'est consulter et puis suivre les conseils médicaux. Mais en tout cas, pour un retour en emploi, en étant en bonne santé, on n'y est plus. Mais vraiment, je travaille activement sur la prévention. Prévention, sur des dépistages, sur des suivis en amont. On cherche des médecins traitants, même loin, et on travaille la mobilité avec les travailleurs sociaux en même temps. Mais ouais, la prévention,
C'est, à mon avis, c'est la majeure partie de notre travail. C'est des personnes qui étaient en activité, pour certaines, précédemment, et Oui. il y a une usure professionnelle qui s'est... Est-ce que c'est lié à leur activité? Est-ce que ça peut être lié avec leur activité aussi? Non, Pas forcément. pas forcément, pas forcément. On a beaucoup de personnes qui sont dans un état psychique précaire aussi, lié à des nombreux licenciements économiques qui les ont énormément affectés, qui ont du mal à repartir sur un emploi, on va dire, dans lequel ils se sentent en confiance et reconnus. Des personnes qui ont 45 ans, qui ont donné 20 ans de leur vie et toute leur âme dans leur précédente entreprise et qui se retrouvent maintenant en profonde dépression parce qu'ils ont été licenciés et plus aucun contact. Ces personnes-là, c'est tout un travail de reprise de confiance en soi. Donc ces personnes qui disent problèmes psychiques, dépression, dit aussi un laisser-aller sur le plan physique, donc des problèmes cardiovasculaires, des problèmes d'obésité. Tout est lié, mais pas forcément lié à une usure professionnelle en tout cas. C'est pas ce qui ressort dans mes suivis à moi. Alors c'est intéressant parce que c'est une thématique qu'on va aborder tout à l'heure avec nos collègues de l'ANACT et de la cellule maintien dans l'emploi. Je pense que c'est des choses qu'on pourra aborder avec eux, mais voilà, en tout cas c'est intéressant d'avoir un focus aussi pour se dire qu'on voit la dégradation où les gens passent déjà par Pôle emploi, puis petit à petit avec le temps glissent sur une inactivité et sont après accompagnés par le département avec voilà, des possibilités parfois ou non, selon les territoires, selon les mobilités, selon les difficultés de santé, etc., de retour vers l'emploi. Ça serait d'ailleurs intéressant d'avoir les chiffres du nombre de personnes qui basculent au RSA en sortant de Pôle emploi, enfin d'ASS, et qui basculent à Pôle emploi pour voir si c'est une proportion plus âgée que voilà, juste pour faire cette comparaison-là, je pense que ça peut être intéressant. C'est une question, Alexandra, on pourra essayer de voir si... Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je trouve c'est intéressant parce que ce chiffre d'introduction où je disais que finalement une personne sur trois est active après 60 ans, elle est interpellante. Parce que certes, il y a des personnes qui sont en recherche d'emploi, actives, hein, et qui ont encore l'énergie, etc., et qui retrouvent, certains sont dans la salle et on verra tout à l'heure des beaux témoignages, et puis après il y a des personnes pour qui c'est plus compliqué, et ces chiffres masquent vite, à travers, tu disais Nadège, l'ASS, les invalidités, le RSA qui va amener peut-être pour certaines aussi une reconnaissance, ça peut être bien aussi parfois sur des RQTH, voire de l'AH pour certains. Voilà, je pense que ça permet d'éviter. Et puis surtout des situations que nous on perçoit souvent de grande détresse. On parlait c'est souvent masqué, oui, effectivement, cette détresse psychologique. On aborde souvent le maintien dans l'emploi ou la pénibilité à travers la pénibilité physique et on oublie souvent effectivement le côté psychologique. Et si je peux me permettre aussi, il ne faut pas négliger non plus la question de l'isolement, parce qu'on a quand même une proportion importante, là on voit Insertion Plus, c'est une mesure d'accompagnement pour les bénéficiaires du RSA isolés. Donc on a à peu près 2600 personnes suivies dans le cadre d'Insertion Plus, vous voyez la proportion de personnes qui ont 50 ans et plus. Donc ce sont des personnes qui sont seules et souvent très isolées. Et bon, alors, de là peut-être se déclinent aussi des problématiques psychiques, hein, forcément, mais je pense que tout ce qu'on peut faire aussi en action plutôt collective, oui, et c'est ce que vous faites aussi dans le cadre de tout ce que vous avez proposé, tu l'as dit tout à l'heure, tout ce qui va rassembler un peu les gens autour d'une même problématique et de se sentir moins seul, ça favorise aussi l'inclusion et la place dans la société, et je pense que c'est important, je pense que la première marche déjà d'un parcours d'accès à l'emploi réussi, c'est se sentir moins seul et puis d'être entouré de personnes qui partagent finalement les mêmes problématiques. On en parlera, ouais, c'est vrai qu'on en parlera, c'est une très bonne nouvelle parce que j'ai toujours été mais vraiment surpris hein, parce que maintenant ça fait 25 ans que je fais de l'accompagnement avec les équipes vers l'emploi et encore la semaine dernière à Limoges, je discutais avec le collègue, historiquement en France, on accompagne souvent les publics dans des relations individuelles. Les regroupements c'est quand même assez rare finalement et on le verra tout à l'heure, entre autres, nous, depuis une dizaine d'années, avec les collègues des MIF, on met en œuvre des actions collectives, et je ne pense pas qu'il y a on a une baguette magique MIF, quoique, mais quand
quand on parle des faits vicariants, voilà, je vois de la collègue à l'interview parce qu'on en a beaucoup parlé, mais c'est vrai que cette comparaison à l'autre, le fait de ne pas se sentir seul, c'est pas uniquement spécifique à l'emploi, mais ça permet d'éviter des dégradations. Oui. D'ailleurs, pour compléter vos propos, nous avons dans notre département ce qu'on appelle des groupes ressources. C'est-à-dire c'est des groupes de bénéficiaires du RSA avec lesquels nous travaillons. On a travaillé avec eux notamment quand on a souhaité mettre en place notre dispositif RSA bénévolat, et c'est avec eux qu'on a travaillé sur la communication, la manière aussi de le présenter, parce que je pense qu'il ne faut pas... j'ai vraiment veillé à ne pas stigmatiser. C'est très important, je pense, pour les personnes éloignées de l'emploi ou même pour les seniors, pour n'importe qui, d'être stigmatisé. Et je veille toujours à ce que lorsqu'on communique, lorsqu'on met en place des actions, à ce qu'il n'y ait pas de stigmatisation. C'est-à-dire où parfois, dans notre société, on a tendance à mettre les gens dans des cases. Et je crois qu'on doit passer dessus. C'est pour ça que ça fonctionne. C'est parce que justement, on ne stigmatise pas. Et à partir du moment où en face de nous, on a un groupe ressources, et j'aime beaucoup participer à ces groupes ressources, parce qu'on apprend mutuellement. Et quand on apprend mutuellement, on évolue. Et je crois qu'il faut toujours avoir en tête ce point. Je voulais parler de précarité. On a, dans notre département, lorsqu'on a fait notre étude, on a aujourd'hui, dans le département de l'Ain, une personne sur 10 est en précarité. Nous avons aujourd'hui des personnes âgées de plus en plus en précarité. Notre jeunesse, de plus en plus en précarité. En précarité, ça veut dire on ne peut plus payer son loyer, on ne peut plus manger, on ne peut plus payer l'énergie. Alors, on est tous ici à avoir nos factures. Et ça veut dire qu'une fois qu'on a tous ces freins, comment on fait pour travailler? Et c'est tout l'intérêt de nos travailleurs sociaux qui aujourd'hui, moi je préside la commission consultative des aides financières où on accompagne les personnes qui sont en besoin, et la commission également locale de la commission territoriale du logement aussi. Eh bien, on voit bien l'augmentation aussi des personnes de plus de 50 ans. On voit aujourd'hui qu'il y a une vraie augmentation. Et je pense qu'il ne faut pas oublier aussi ce paramètre. Quand on parle de retour à l'emploi ce matin, il y a aussi ces nouveaux besoins et qui touchent toute la population, mais aussi les seniors. C'est une très bonne transition, puisque... Merci Madame la Vice-Présidente, merci Nadège, merci Alexandra. Oui, de votre intervention, je pense qu'on peut les applaudir et les remercier.